Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver. Ça fait 2 mois qu'on s'est quittés, puisque la dernière réunion était le 5 juillet, et nous avions dit que nous nous retrouvions le 1er jeudi de septembre. C'est aujourd'hui, et donc merci à vous d'être tous là. Je remercie les grands élus de notre département qui sont présents, monsieur le maire de Brignoles, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le député suppléant de la première circonscription, monsieur l'adjoint au maire et conseiller départemental de Saint-Raphaël, les élus présents dans la salle et tous les amis. Je vais vous dire qu'après cet été, durant lequel j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez bien profité, moi je suis très heureux de vous retrouver. Alors pendant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Quand on s'est retrouvé le 5 juillet ici, pour l'apéro de fin de saison, d'abord la France n'était pas encore championne du monde de foot. Notre président, M. Macron, surfait dans les sondages. Il disait, si on est champion du monde de foot, alors là, on ne le rattrape plus. M. Hulot était encore ministre d'État et de l'écologie, mais ministre d'État, presque un vice-premier ministre. La réforme constitutionnelle était en marche. On avait une grande confiance sur la croissance et sur l'emploi. On nous expliquait que l'emploi, le chômage diminuait, que la croissance allait atteindre en fin d'année des pics qu'on n'avait plus connus depuis je ne sais plus combien d'années. Monsieur Benalla était toujours le garde du corps du président de la République. Le prélèvement à la source, c'était bien accroché sur les rails, tout allait bien, tout le monde était content. Vous voyez donc qu'il peut se passer énormément de choses. On a vu 1 an d'extase de M. Macron, de son nouveau monde. On a vu après, durant cet été, que petit à petit on le lâchait. Et là, depuis la rentrée, depuis quelques jours, on est dans le lynchage absolu. On en est aujourd'hui, dans les sondages, à 31% de satisfaits. Score que n'a jamais atteint François Hollande. Même dans les pires moments de chômage, même à l'époque où il se baladait la nuit en scooter avec un casque sur la tête, il n'est jamais tombé si bas. Il y a 2 mois, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on prévoyait? Aujourd'hui, la rentrée s'annonce très difficile. Vous avez vu déjà qu'en interne, numéro 4 de l'État, le premier c'est le président, le deuxième c'est le président du Sénat, le troisième c'est le Premier ministre, et le quatrième c'est le président de l'Assemblée. Le 4e personnage de l'État est très heureux de se retrouver ministre et non ministre d'État. J'ai jamais vu un président de l'Assemblée nationale qui ait la présidence de l'Assemblée pour un poste subalterne de ministre. Qu'aujourd'hui, pour le remplacer, ils ont commencé déjà à tous se battre. Il y a 4 ou 5 candidats en marche pour la présidence. Il y a même mon ami Philippe Folliot. Et depuis cet après-midi, il était apparenté RPR, apparenté... toujours il était apparenté, il n'est jamais dans les partis. Maintenant, il est apparenté En Marche, mais il est candidat à la présidence de l'Assemblée. Et quand on entend les propos qui s'adressent entre eux, Mme Pompili et M. Ferrand, je pense que la semaine va être assez cocasse. Aujourd'hui, mes chers amis, la croissance est en berne, le chômage ne s'améliore pas dans notre pays, il augmente, et ce qui aujourd'hui ne s'arrange pas non plus, parce que moi c'est le chiffre qui me fait le plus bondir, c'est le nombre d'emplois qui le matin ne trouvent pas de preneurs. Et ce matin, il y avait dans le Figaro 2 courbes là. La croissance au plus haut, le chômage au plus bas. Je me suis dit, tiens, c'est la France, c'est super. Croissance 4,2 en moyenne annuelle, actuellement au 2e trimestre. 3,9 de chômage. C'est les États-Unis. C'est un président, il est comme il a certains excès, mais du point de vue économique, il a commencé par diminuer la fiscalité. Et le résultat, c'est la création de 4 millions d'emplois. Nous, non, la fiscalité, elle ne s'arrange pas beaucoup. Et le chômage chez nous, on sait que la croissance, il faut au minimum 1,5, 1,6 pour arrêter de perdre des emplois, pas pour en créer. On risque de finir l'année à 1,6, 1,7. C'est-à-dire la plus mauvaise moyenne de l'Union européenne. La montée de l'insécurité, malgré le ministre de l'Intérieur qui nous expliquait ce matin que tout allait bien, que les cambriolages diminuent. Ça diminue, on sait pourquoi, c'est que les gens en ont tellement marre qu'ils ne vont plus porter plainte. Donc ça diminue, parce que c'est le nombre de plaintes qu'on considère dans les statistiques. C'est pas le nombre de faits réels, c'est le nombre de plaintes déposées. Et les gens voient que ça ne sert à rien, ils ne vont même plus porter plainte.
Donc pour lui, ça diminue. La crise des migrants, on y est tous les jours. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on trouve un jour une vraie solution. Et que cette solution, pour moi, elle ne peut être que... Oui, c'est des marcheurs à leur façon. Et elle ne peut être qu'européenne, la solution, et on en parlera dans le cadre de cette réflexion qu'on doit avoir sur les élections européennes. Mais en attendant, notre président, sur ce sujet-là, est en train de s'isoler complètement, parce que tous les pays, même ceux qui étaient favorables, sont en train de se poser des questions. Et il nous a fait fâcher déjà avec l'Italie, avec la Hongrie, avec l'Autriche, qui veulent avoir des politiques restrictives et rigoureuses, alors qu'il n'est pas absolument dans ce sens-là. Réforme de retraite et des systèmes de santé à venir. La réforme des retraites, mes chers amis, peut-être qu'on en parle un peu quand même. Moi, en tant que député, j'en ai vécu deux, 2003 et 2011. Qu'est-ce qu'on a mis sur la table à chaque fois? On s'est dit, il faut améliorer le système parce qu'on est déficitaire et qu'aujourd'hui, il y a 1,8 actifs pour un retraité, qu'il y en avait 4 pour un retraité en 1980 et qu'il y en aura 1 pour un en 2030. Un retraité pour un actif. Dans le système que l'on a, c'est l'actif qui paye la retraite du retraité. Pour essayer d'avoir un équilibre, il fallait toucher un des curseurs. Les retraites, il y a 3 curseurs. Le niveau de cotisation, le niveau d'allocation et la durée de cotisation. Nous avions estimé qu'au niveau des cotisations, on était au plafond, on ne pouvait pas aller plus haut. On avait estimé que l'allocation qu'on touchait, elle était méritée, elle correspondait au travail qu'on avait fait et à un certain maintien du niveau de vie et du pouvoir d'achat, qu'il n'y ait pas une perte radicale le jour où on arrête d'être en activité. Donc le seul curseur sur lequel on pouvait jouer, c'était la durée. Et c'est comme ça qu'on est passé de 40 ans à 42 et demi, que peut-être il faudra aller plus loin. Et aujourd'hui, on n'est pas là du tout. Parce qu'aujourd'hui, les cotisations n'ont pas augmenté, mais par contre, les allocations diminuent en net. Ce qui compte pour le retraité, c'est ce qu'il a net. Et ce qui s'est passé sur la CSG, c'est une atteinte à cet équilibre que nous avions tous défendu depuis toujours. Alors aujourd'hui, dans cette réforme, il va aller où? La réforme du système de santé, je connais un peu. Alors là, maintenant, on veut réformer les études médicales. J'en ai entendu les conneries depuis hier. Le numerus clausus, 8002. S'il y en avait 8002 qui s'installent, ça serait parfait. Il y en a 1500 qui s'installent sur 8002. Les autres, ils veulent faire que des remplacements, ou ils veulent faire que des emplois salariés, ils vont en médecine du travail. Voilà. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de praticiens qui soient au service direct de la population. Il y en a 1500 sur les 8000, enfin on en sort 6000 aujourd'hui, parce que la remontée a été progressive. 1 sur 4 qui s'installe. C'est pas une histoire de manque ou de sélection, c'est une histoire aujourd'hui d'attractivité du métier. Et c'est ça qu'il faut revoir complètement. Comme il faut revoir complètement le fonctionnement hospitalier. Il faut revoir les urgences. Les urgences, ça ne doit pas être le réceptacle de tous ceux qui ont un petit problème à régler. Il faut qu'il y ait un tri. Moi, ça fait 20 ans que je le dis, j'ai assez travaillé aux urgences, et j'aimerais qu'à la porte là, de l'hôpital, il y ait déjà un premier tri qui nous dirige aux urgences vraies, que ce qui est une urgence vraie. Pas celui qui a plus son comprimé, pas celui qui a mal à la tête, qui cherche de Doliprane. C'est ça les urgences aujourd'hui. Et ça vous perturbe la prise en charge des vrais malades. Ça, c'est la réorganisation du système de santé. Et l'intégration des systèmes privés dans la chaîne des soins de tous. Il faut aujourd'hui que les hôpitaux publics et privés travaillent ensemble, travaillent mieux. On le voit, nous, dans certains domaines, ça fonctionne très bien. Ici, chez nous, sur la cardio, ça fonctionne très bien. Le partenariat qu'il y a entre la clinique des Fleurs, 14e établissement français pour la prise en charge coronaire, et l'hôpital et Sainte-Anne, mais ça marche très bien. C'est des partenariats comme ça qu'il faut arriver à mettre en place partout. Alors on vous dit, vous allez avoir toutes les dents gratuites, les lunettes gratuites, les oreilles gratuites, mais avec quel matériel? On vous explique qu'on va remettre des couronnes métalliques. Il y a 30 ans qu'on n'en fait plus. On n'en met plus depuis 30 ans, parce qu'il y a des corrosions, parce que c'est nocif. Et là on nous dit que c'est bon maintenant. Il faut être sérieux. Et on a un gouvernement qui n'est pas sérieux. Et donc la rentrée, il va falloir être vigilant sur tous ces domaines-là. Et bien sûr, la vigilance interne, on a parlé de l'immigration, on a parlé des migrants, très bien. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et j'ai pas peur de le dire, c'est le niveau d'accélération exponentielle auquel on assiste sur la radicalisation et l'islamisation dans notre pays. Si on ne prend pas ça en compte sérieusement,
il nous arrivera des malheurs à moyen ou long terme. Et moi j'ai peur de révolte. Et on va vers des points où on risque d'avoir des tensions entre populations qui débouchent sur des exactions incontrôlables dans notre pays. Il faut être sérieux sur ces sujets-là, on n'en parle pas, on a peur, pas avoir peur de parler. Alors chez nous, pendant ces 2 mois, il y a 2 événements moi, qui m'ont marqué aussi. Et je voudrais qu'on rende hommage à 2 grands hommes qui nous ont quittés. D'abord Arthur Pecht, qui a été un de mes maîtres en politique, dont j'ai été l'heureux délégué de circonscription dans la 7e et délégué national du Parti républicain avec Arthur, que j'ai apprécié toujours et qui a su me conseiller lorsque j'ai été élu député et que je suis allé à la commission de la défense où j'avais 2 députés varois qui m'ont vraiment conseillé, c'est Arthur Pecht et Daniel Collet. Et Arthur, pour moi, un être d'une intelligence supérieure. Et le deuxième décès qui me chagrine beaucoup, c'est celui qu'on a appris aujourd'hui, de l'amiral Floïc, aide de camp du général de Gaulle. Je ne me lassais pas de me laisser raconter Baden-Baden. Quand ils sont partis en 68, qu'il était avec de Gaulle, ils sont allés voir Massu là-bas. Je l'ai interrogé 100 fois sur ce sujet, et je crois qu'on peut avoir une pensée émue et un moment de recueillement pour la mémoire d'Arthur Pecht et de l'amiral Floïc. La rentrée politique risque d'être assez chaude, et je ne sais vraiment pas où on va, je vous le dis. Je ne sais pas si le président lui-même sait vraiment où. J'attends de voir l'Assemblée, la rentrée, ce qui va se passer, quels sont les textes. Alors la réforme constitutionnelle, apparemment, elle va revenir, et les réformes des retraites. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'il se penche sur un sujet majeur, qui est celui du pouvoir d'achat des gens. Les retraités, ce qu'il a fait aux retraités, c'est inacceptable, quel que soit le niveau de retraite. Chacun a un impact qui n'est pas négligeable. Alors on vous dit demain, on va raser gratis. Ah oui, mais vous n'allez plus avoir la taxe d'habitation. Ah, vous n'allez plus avoir certaines charges qui ne seront plus prises. Les heures supplémentaires pour les salariés vont être hors charge. Sarko, c'était sans charge et sans impôt. Et il va y avoir le prélèvement à la source. Alors moi, je voudrais même personnellement comprendre qu'est-ce que je vais payer à partir de janvier. Comment on va me calculer les choses. Moi, je suis retraité, j'ai 4 lignes de retraite. Comment on fait? On me prend un pourcentage sur chacune, on regroupe tout pour que ça fasse plus, et on me met dans une autre tranche, on prend comment? J'ai 4 lignes de retraite, 2 mois sur 3, et 6 lignes, 1 mois sur 3. Il y en a qui sont tellement faibles qu'on me les paye que tous les 3 mois. Comment on va me calculer ça? Avec une indemnité d'élu sur laquelle je pense qu'on me prend. Et ce qui est quand même cocasse, c'est que l'indemnité d'élu, depuis 20 ans, que ce soit en audition de ce même ministère. C'est pas comme moi qui ai une retraite de médecin de la CANF, une retraite du régime général, l'IRCANTEC d'élu, et le 4e, c'est l'IRCANTEC de l'hôpital. Comment on fait? Vous avez d'autres caisses, il y a 50 caisses de retraite. Comment ça va se passer? Et pour les salariés, avec le patron qui doit encaisser l'impôt, moi je ne sais pas. Alors on va foncer là, mais il risque d'y avoir des très gros soucis. Donc voilà cette rentrée, soyons vigilants, écoutons ce qui se passe, profitons de ces moments difficiles pour nous réanimer un peu plus. Nous avons d'abord un objectif majeur qui sont les élections européennes. C'est pour moi le dernier joker que l'on a. Parce que le danger des élections européennes, ça serait que les extrêmes fassent un carton. Aujourd'hui, dans les sondages, le Rassemblement national et la France insoumise, ils sont à près de 45% quand vous les ajoutez. S'ils dépassent les 50, je ne sais pas comment on va évoluer. Le score aujourd'hui, vous verrez que les En Marche, ils ne seront pas si puissants que ça aux élections européennes, ça dégringole. Nous, on espère entre 15 et 18%, mais il faut pour cela qu'on ait un programme qui tienne la route et que ce programme soit un marqueur pour nous. Il doit être très clair sur pas mal de points. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Europe politique que l'on attend? Comment la construire? Est-ce qu'on doit continuer à accepter le dumping fiscal et le dumping social de certains pays européens? Il faut qu'on soit sur la même ligne fiscale et sociale. L'immigration, on parle de la réforme de Schengen depuis des années. Mais ce qu'on a toujours dit, c'est que cette réforme doit être précédée de la mise en place d'un code européen de l'immigration. À partir de ce moment-là, on pourra avoir une révision intelligente de Schengen
Quelle politique aujourd'hui de sécurité collective? Quelle politique de défense? On sait qu'on a un président des États-Unis qui n'est pas tellement pour l'OTAN et qui surtout, chaque fois qu'il vient nous voir, il nous dit les gars, il faut payer. C'est bien, vous êtes tous pour l'OTAN, oui, financé par un pays qui met 600 milliards de dollars. Nous, on n'en met pas beaucoup parce que je vous ai déjà parlé de ce que je pensais de la loi de programmation militaire. Ça ne va avoir aucune conséquence positive pour nos armées, malheureusement, et on commence à le voir sur le terrain. Aujourd'hui, il faut qu'on ressorte de ces élections avec une Europe solide. Autrement, c'est la porte ouverte à tous les extrêmes. Vous avez vu en Allemagne ce qui commence à se passer. Et ce que je dis, la France, les effets de la radicalisation débouchant sur la violence, c'est ce qu'on commence à voir en Allemagne, où ils ont 98 députés d'extrême droite. Et donc, pour préparer de la meilleure des façons les élections européennes, il faut que notre parti, nous soyons forts et que nous montrions une unité, une union. Nous avons un président et un système de gouvernance au niveau du national. Nous allons, et on va en parler maintenant, renouveler les instances des fédérations le 13 octobre. Et il faut qu'on fasse ça dans l'unité, avec comme seul souci l'intérêt collectif. Si c'est pour avoir des guerres et pour avoir à tout niveau, que ce soit national ou local, qui vont encore nous affaiblir un petit peu, c'est pas la peine. On était fin août à 2500 adhérents dans le département du Var. Moi je l'ai connu à 8 ou 9 000. Et je vais vous donner un chiffre qui m'effraie encore plus. Savez-vous combien nous avons dans le Var d'adhérents de moins de 40 ans? À jour de cotisation dans le Var, aujourd'hui, on en a 41 sur 2500, dont 27 de moins de 30 ans. Et moi là, je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai effort pour être lisible chez les jeunes. Nous avons maintenu le militantisme du middle age et d'après, mais c'est chez les jeunes qu'il y a une désaffection pour notre parti qui m'interpelle, sachant qu'on voit les jeunes aller de plus en plus vers les partis extrémistes, partir vers la France insoumise ou le Rassemblement national. Il faut qu'on trouve les moyens d'attirer les jeunes dans notre parti politique. Mais j'espère surtout qu'on ait un taux de participation important. Donc voilà, moi mes chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. On va dans cette élection donner une bonne image. La situation politique du pays n'est pas mirobolante et on peut avoir des inquiétudes pour l'avenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on reprenne les choses par les deux bouts. C'est le prix à payer si on veut que notre pays ne continue pas à se dégrader irrémédiablement.